Nous allons donc étudier ce qu'est le communisme. Dans sa nature profonde, intrinsèque. Le pape Pie, lorsqu'il y a quelques 21 ans, dans son encyclique magistrale, quasi prophétique, Divini Redemptoris, du 19 mars 1937, analysait et stigmatisait en le traitant, en le déclarant intrinsèquement pervers, le communisme, situait bien l'ampleur du problème. Il parle du communisme bolchevique et athée. Il indique donc une interprétation précise et il pose la question: mais pourquoi donc le communisme réussit-il dans le monde et particulièrement en des milieux où à première vue il est surprenant qu'il réussisse? Le pape apporte cette réponse lourde de sens. C'est qu'en vérité bien peu de nos contemporains ont réussi à déceler la véritable nature du communisme bolchevique et athée. Il nous faut donc nous acharner à déceler, nous autres, la véritable nature du mal. Nous suivrons pour décortiquer le système la célèbre méthode dite de Maniwilski, que Maniwilski, premier éducateur de la session internationale, dans les données de Lénine, devant l'université Sverdlov, avait résumé en un exposé quasi magistral. Et nous suivrons sa logique, et au risque de paraître, comme je le dis souvent, terriblement prétentieux, je dis que tant qu'on n'a pas saisi ce fil d'Ariane, cette espèce de clé qui donne l'intelligence du système, on n'a rien compris au marxisme-léninisme, et dans une certaine mesure, tout ce qu'on peut faire contribue à son insu même à apporter de l'eau au moulin du communisme. Lorsqu'ils étudient le système, ils le divisent en 3 éléments principaux, qui sont des éléments d'étude, mais qui ne constituent qu'un tout. Un découpage, pour employer leur terme, une pratique. Le premier élément dit élément théorique et fondamental, nous dirions en notre langage bourgeois, élément doctrinal. Deuxième élément, l'insertion de la théorie dans le système, dans la réalité humaine. L'application humaine, c'est-à-dire l'étude du parti et l'insertion à la politique. Et enfin, troisième élément, l'élément dit stratégique et tactique. Premier élément, théorique et fondamental. Nous évoquerons ces 2 panneaux muraux, lesquels, dans les universités internationales, et même au musée pédagogique de Kazan, en Europe, reproduisent exactement la pensée profonde des communistes du monde entier. Panneaux muraux, l'un à gauche et l'autre à droite du maître de conférence. Et le tableau de gauche représente et esquisse la silhouette d'un être humain qui est censé peser le poids moyen de 80 kilos. Et au-dessus de la tête de cette silhouette est écrite cette phrase lapidaire de Lénine: le cerveau, c'est de la matière pensante. Et des spécialistes ont écrit ce que composent, grosso modo, les éléments constituant un corps de 80 kilos.
et vous aurez toujours devant un très grand public un très grand succès lorsque vous rappellerez que matière pensante et intelligente compris, le corps d'un homme qui pèse 80 kilos, c'est à peu près mon poids à l'heure actuelle, se compose d'environ 45 litres d'eau, de quoi faire sa toilette pendant 45 jours, de suffisamment de fer pour constituer un petit clou et assembler deux lattes, suffisamment de chaux pour repeindre un petit plafond de cuisine, suffisamment de phosphore pour constituer une grosse boîte d'allumettes, suffisamment de carbone pour distribuer une bonne classe en crayon, suffisamment de sel pour une bonne préparation en cristallisoire et suffisamment de soufre pour débarrasser un gros chien de ses bûches. Au total, matière pensante et intelligente comprise, cela fait 80 kilos, et en dehors de cette réalité, il n'y a rien, absolument rien, et les nouvelles cervelles marxistes-léninistes doivent se persuader que ce qui est réputé pensée intelligente ne sont que des sensations, ne sont que des reflets fantastiques de la réalité. Et pour employer le terme exact de Maurice Perche dans un des derniers numéros des Cahiers du communisme, et Maurice Perche commentait excellemment cet éminent philosophe qui était Georges Polyzère, cette sensation, cette pensée et cette intelligence n'est que matière au terme de son dernier saut qualitatif brusque. Et le tableau de droite tire la conséquence implacable, logique, monstrueuse peut-être, pensez-vous, mais rigoureuse, de la théorie esquissée et affirmée par le tableau de gauche. Ce sont des phrases également lapidaires, dues au fondateur authentique du Parti communiste de Russie, Plekhanov, et qui posent ces questions. Et la conscience, combien ça pèse? Et la morale, combien ça pèse? Et la souffrance, la douleur, combien ça pèse? Et Dieu, combien ça pèse? Égal 0 gramme. Ce qui signifie qu'un sociologue, qu'un doctrinaire, qu'un chef de parti, qui vient proposer les valeurs énumérées au tableau de droite comme essentiel à la vie d'un peuple, celui-là est déjà un marchand d'opium, un ennemi du peuple, parce qu'un marchand d'illusions. La vérité est à gauche, et pour reprendre encore une parole de Perche et de Garaudy, un reflet fantastique de la réalité, et par conséquent une illusion dangereuse. Appliquée à la science. Ils appellent cela le matérialisme scientifique, appliqué à l'art de l'argumentation, à la philosophie, ils l'appelleront le matérialisme dialectique. Et enfin, appliqué à l'histoire, ils l'appelleront le matérialisme historique. Il faut donc nous poser cette question, elle est essentielle. Qu'entendent donc exactement les communistes par matérialisme dialectique? Et là est tout le nœud du problème, tant sur le plan scientifique que philosophique et surtout historique. Les communistes ne pensent pas, en effet, que la matière, dans sa nature, dans sa substance, soit un état réputé fixe ou absente du mouvement, où le mouvement serait inconnu. Au contraire, ils pensent que la substance même de la matière est précisément de contenir dans son principe total le mouvement lui-même sous la forme de deux forces qui continuellement s'opposent, et qu'ils appelleront loi de contradiction interne. La terre passe
à l'antithèse, l'une de ces forces cherchant à devenir l'autre pour finalement atteindre, au terme de la lutte entre la thèse et l'antithèse, un troisième état, la synthèse, et le passage se faisant toujours brusquement et dans le sens du progrès, d'où ce terme de saut qualitatif brusque. Et sur le plan de l'histoire, nous le verrons, ce saut qualitatif brusque s'appellera moment dialectique. Lorsque partant de ces quelques données fondamentales, les doctrinaires du parti expliqueront à la fois l'origine du monde et surtout l'origine et l'histoire et le terme de la société. Voici donc quel sera l'essentiel du ramassé de leurs affirmations qui engendre le drame contemporain que nous vivons. À l'origine, diront-ils, il y avait cette nébuleuse qui, pour reprendre un peu le langage de Cyrano, était jetée à travers les arbres comme pour aller perdre. Et au terme de cette explicitation puissante, à travers les millénaires confus de l'histoire, à un moment donné, un saut qualitatif particulièrement important, parce que toutes les conditions ambiantes, climatiques, biochimiques, physiques, étaient réunies comme dans un immense cristallisoire. Brusquement, la matière se mit à penser. Ce n'était pas encore l'intelligence. Il faudra attendre une nouvelle rupture au terme d'une nouvelle contradiction pour atteindre à cette pensée organisée, synthétique et déductive dont parlera Pulitzer et qui s'appellera l'intelligence, que fut la société première et qui ressemblait en quelque sorte étrangement à la nôtre. Et pourtant, elle s'en différenciait sur deux points et il y avait deux choses essentielles qui ne sont plus. Le premier, c'est que quoique intelligentes, ces sociétés primitives n'avaient pas ce que Perche encore, lui, appellera la seule source de révélation et qui s'appelle la science, mais la science, réflexion de la pensée et de l'intelligence, est elle-même matière. Elle n'avait donc pas l'expérience, le savoir accumulé par des millénaires. Elle était désarmée, ignorante, impuissante au raisonnement et n'ayant pas de forme pour exercer le raisonnement. Et par ailleurs, la nature était comme liée contre cette humanité à cause des conditions de cette époque, tremblements de terre, pluie de feu, volcans en éruption, animaux terrifiants, vie donc difficile, et ces deux raisons conjuguées firent que cette société première était comme terrassée, impuissante, et que ce terrassement lui produisit par le truchement de cette matière intelligente et pensante une sensation individuelle d'abord, qui s'explicitant devint phénoménale, c'est-à-dire collective, que cette humanité impuissante à exercer la forme de son raisonnement ne put pas analyser. Et cette réalité collective, sensationnelle au sens exact et philosophique du terme et phénoménale, s'appela la peur. Au lieu, si je puis dire, d'assimiler cette peur dans un phénomène purement matérialiste, il rangea sa peur au nombre des valeurs du tableau de droite, il lui donna un nom, il l'appela Dieu. La peur, dira ce poète déjà ancien pour nous, Lucrèce, a créé les dieux. Roger Garaudy nous le rappelait récemment. Et à partir du moment où la peur fut identifiée à Dieu, des esprits plus évolués, plus malins, par le truchement de la dure loi du travail, exploitant et canalisant à leur profit cette réalité mystérieuse, nouvelle, étrange, soumirent une partie de la société à une autre partie, la moins nombreuse,
et l'on eut l'exploitation de l'homme par l'homme. Et à partir du moment où peur, Dieu, exploitation, trilogie funeste fut un fait dans le monde, on eut alors introduit dans la matière intelligente qui annonce société ce qui était vrai pour la matière non pensante et non intelligente, c'est-à-dire la loi de contradiction interne, la thèse et l'antithèse, l'exploiteur et l'exploité. Deux forces allaient donc dans la matière intelligente s'exercer l'une contre l'autre. Il y eut la thèse, il y eut l'antithèse. Et comme dans la matière non pensante et non intelligente, il fallait attendre ce fameux saut qualitatif brusque qui, au terme de cette loi de contradiction interne qui là allait s'appeler la loi de lutte de classe, cette synthèse finale grandiose qui s'appelle précisément la société sans classe, au terme d'un saut qualitatif brusque ou moment dialectique qui, psychologiquement parlant sur le plan universel, allait s'appeler un jour la dictature mondiale du prolétariat. Et c'est pourquoi, dans l'article premier de son manifeste en 1848, au terme de la dissolution de la Ligue des Justes et de la reconstitution de la Ligue des communistes, Karl Marx pourra écrire avec un sens assez évolué du grandiose que l'histoire de l'humanité des origines à nos jours n'est que l'histoire de lutte de classe, lutte entre l'exploiteur et l'exploité. Au terme de l'histoire se terminera par la réalisation vivante du rêve antique de l'humanité, une société d'où sera exclue toute exploitation et contradiction, c'est-à-dire le socialisme intégral ou le communisme parfait et donc sur la terre le bonheur universel. Il nous faudra donc, pour atteindre au communisme actuel, déboucher sur celui que l'humanité appelle à juste titre le génial fondateur du parti, c'est-à-dire Vladimir Ilyich Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine. Quelles furent donc les originalités de Lénine? C'est ce qu'il nous faut maintenant examiner. Lénine, lorsqu'il y a 54 ans, à peu près, archiviste à la Bibliothèque nationale de Paris, réunit ses premiers camarades. Au témoignage de Marcel Cachin, voici en gros les quelques, j'allais dire, broutilles fondamentales qui lui servirent à écarter un certain nombre d'idées ou de fausses idées, comme il disait. Il apprit à ses premiers compagnons, ce qu'un proverbe latin confirme par ailleurs, que ce qui est premier dans l'intention est toujours dernier dans l'exécution. Vous voulez faire la révolution prolétarienne un jour, très bien. Vous n'en avez pas les moyens, il faut donc créer et faire naître les conditions préalables à cette définition. Il a indiqué ce jour-là 37 tâches à accomplir, et la dernière des tâches, donc la première, c'était l'achat d'une machine à écrire pour taper les premières circulaires et les premiers tracts. Et celui qui était contre l'achat de la machine à écrire au nom de la loi du processus était déjà un ennemi du peuple, parce que ennemi de la dernière tâche, la 37e, la révolution prolétarienne à opérer dans le monde. Et puis Lénine, chose que les marxologues, même réputés éminents, de nos contemporains ne veulent pas suffisamment voir, Lénine a littéralement, dans une phrase célèbre, rompu d'avec Karl Marx. En matière de ligne, d'idéologie et d'organisation, dit-il, il nous faut rompre avec les conceptions étroites du marxisme. Et Lénine ne retint de Karl Marx que l'essentiel, c'est-à-dire l'insertion de la théorie dans l'histoire. Et il rejette le reste.
Et donc en possession de cette réalité, au terme d'une tension, Lénine dit à peu près ceci, tel que vous pouvez le retrouver, écrit quelques 4 mois avant sa mort dans un de ses célèbres ouvrages, La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky. Lénine dit en gros ceci. Oui, c'est vrai. À l'origine, la matière, le matériel. Son déroulement et son insertion dans l'histoire, et au terme, c'est vrai, la rupture, c'est-à-dire la société sans classe. Mais aussi bien, cette société sans classe, les premiers disciples de Marx, d'Engels, la promettaient, comme les guédistes par exemple, ou comme nos grands-pères SFIO, nous la promettaient pour dans, enfin au terme de l'histoire, pour dans 4000 ans, pour dans 10 000 ans, pour dans 8000 ans. Une vérité qui nous est promise pour dans 10 000 ans, disait Lénine, n'est pas pour nous matérialistes conséquents une vérité. Pour qu'une vérité soit vraie, il faut qu'elle soit dans la possibilité des générations actuelles. Et Lénine, prenant de sa main gauche la période où il se trouvait, de sa main droite le terme de l'histoire, a joué littéralement de l'accordéon avec l'histoire future. Il l'a rétréci, canalisé, il l'a fait passer par un goulet, un étranglement, il l'a discipliné. Et il l'a divisé en 3 étapes, qu'il appelle lui-même d'ailleurs, les étapes historiques de la Révolution. Première étape. La première étape consiste, dit-il, à prendre le pouvoir dans un seul pays, puis dans un groupe de pays. Il donne comme tâche historique et comme mission, pour ainsi dire, à cette première étape, d'être ce qu'il appelle, lui, le tremplin et les réserves de la Révolution. Sorte de grenier militaire, pédagogique, financier, industriel, et dans les écoles du parti, on apprend encore longuement pourquoi la Russie fut choisie par les premiers communistes. Deuxième étape. La deuxième étape consiste, en s'appuyant sur la première, à désagréger la société et le monde encore non communistes. Et au terme de cette deuxième étape, ce que Staline appellera un jour, devant la même université Sverdlov, la clé de voûte de tout le système, c'est-à-dire le point de rupture, le moment dialectique, la dictature mondiale du prolétariat. Et enfin, troisième étape, la dictature mondiale du prolétariat, dont ce sera la tâche de faire trébucher toutes les séquelles bâties sur cette trilogie funeste de base, peur, Dieu, exploitation, de délivrer la société de la loi de contradiction historique et d'introduire le monde et d'implanter, de réaliser donc la société sans classe. Où en sommes-nous, mesdames et messieurs, quelques 55, 54 ou 55 ans après une telle explicitation, une telle décision? Lénine fut-il un rêveur génial, sans doute, mais enfin un rêveur ou un réalisateur? Que cela nous fasse plaisir ou non, il faut déclarer que Lénine, lui et ses non moins géniaux continuateurs, fut un réalisateur puissant. Première étape, elle est terminée du domaine de l'examen historique, que nous le voulions ou non. C'est un fait que les communistes, en 54 ans et particulièrement dans les 10 dernières années, ont fait monter la population contrôlée par eux de 27% à 65%. Et c'est un fait qu'ils ont pris le pouvoir dans 17 pays, qu'ils l'ont pris dans la Russie, dans la Sainte-Russie,
en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Yougoslavie, en Albanie, en Chine, dans 17 pays qui constituent à l'heure actuelle un tremplin d'où les dirigeants se permettent, suivant les temps, de convier les hommes du monde encore non communistes à des conférences retentissantes de la base ou au sommet, suivant les temps et les moments. Et le monde a assisté impuissant, terrorisé, horrifié ou indifférent à la prise successive de ces pays, à cette réalisation prévue, scientifiquement organisée, sans que ce monde libre, ou en tout cas libre de ne pas faire grand-chose, ait esquissé le moindre geste de défense, même pour sauver l'honneur. Où en sommes-nous exactement du mouvement? Nous avons passé au témoignage de Suslov, qui commentait Khrouchtchev. On dit que les deux, d'ailleurs, à l'heure actuelle, s'opposent. C'est bien possible, ça ne changera rien à la réalité fondamentale. Nous dit que nous en sommes un peu passé le terme de la deuxième phase, et le 20e congrès marque à peu près la césure. C'en est le milieu de la deuxième étape, milieu tout psychologique, mais c'est un fait. Et après avoir liquidé, comme ils le disent, le poumon jaune, et donc donné une réalité d'aération au tremplin de base, ils essayent de s'attaquer et de réaliser la même chose avec le poumon noir, avant de s'insérer dans le nouveau monde par le Brexit. Mais la question qu'il faut maintenant nous poser, et ceci constituera le deuxième élément de notre étude, comment les communistes ont-ils fait pour prendre le pouvoir successivement dans 17 pays et constituer le tremplin, nous dirions peut-être maintenant la rampe de lancement, agréger à notre nez, à notre barbe, la société encore non communiste. Bien de même qu'ils ont su faire l'application et l'insertion de la théorie des 80 kilos et du matérialisme de base à l'histoire, ils l'ont adapté rigoureusement et monstrueusement à l'homme et à la politique. Et à l'aide de 4 caractéristiques fondamentales, ils ont forgé pour la première fois dans le monde cette arme terrible et terriblement efficace qui s'appelle le parti. Et pour la première fois, un parti, à l'aide de ces 4 caractéristiques, parti authentiquement révolutionnaire. Première caractéristique, l'étude. C'est inimaginable ce que les membres de l'appareil peuvent étudier dans le parti. Où pendant des années, au terme d'une sélection savamment pratiquée, on aborde toutes les disciplines philosophiques, métaphysiques, historiques, militaires, économiques, histoire générale des peuples, géographie économique, toutes les disciplines, l'art de parler, l'art d'écrire. Il y a dans ces étranges universités, comme, et là on touche sans doute au fond même de la réalité, j'allais dire, de la pseudo-rédemption du système qui mystérieusement, en quelque sorte, enthousiasme. Cette réalité qui fait que les militants imaginent, j'allais dire plutôt anticipent, de cette société sans classe qu'ils appellent de toute leur imagination, de tous leurs vœux. Cette société que leur chantera un Éluard, un Aragon, que leur rapportait déjà un Maxime Gorky. Cette réalité qui, au terme de leurs études, leur font envisager de prendre cette terre, comme le disait le jeune Barine à Ivanov. Cette terre est de la discipliner comme une orange ou comme une pastèque, d'abaisser les montagnes, d'élever les forêts, de changer la direction des vents.
Et les rivières, demandait un contradicteur, comme dans la vieille Bible, où les frères montaient à leur source. Ne ris pas, Ivanov. Les rivières, nous les disciplinerons et elles couleront où nous voulons qu'elles coulent. Parce que les prétentions du système sont du domaine du cosmos, où tout sera justement complémentaire, où il n'y aura plus une montagne, où il n'y aura plus de vent, il n'y aura plus de jour, plus de nuit, où la complémentarité même de l'homme et de la femme sera liée, parce que la loi de contradiction viendra tout changer, tout renouveler. Il y a là une pseudo-rédemption certaine. Deuxième caractéristique. Discipline. Et Lénine emploie là comme une expression nouvelle, en quelque sorte, dans l'édition non expurgée de cet autre ouvrage, La maladie infantile du communisme. Il emploiera cette expression discipline, pas seule, cette nouvelle discipline de fer, il l'emploiera 17 fois en 35 lignes, discipline de fer. Il aggravera de cette réalité finale au terme de son étude, obéissance inconditionnelle à la volonté d'un seul, c'est-à-dire au dirigeant international du parti, au numéro 1. Et lorsque je m'adresse à des chrétiens, plus particulièrement, j'attire toujours leur attention sur cette réalité de l'obéissance inconditionnelle à la volonté d'un seul, c'est-à-dire la pensée et la possibilité qu'un homme, en quelque sorte, abdique toute sa personnalité en faveur d'une autre qui pour lui résume le mouvement de l'histoire et aussi toute discipline morale. Et c'est cela, et peut-être ce biais, par ce biais que l'on voit, ce qui sépare comme irréductiblement le monde du communiste et l'homme communiste de l'homme chrétien, parce que, suivant qu'un homme ne voit dans son semblable réalité des seuls 80 kilos, même pensant et même réputé intelligent, ou qu'il considère qu'en dehors de ces 80 kilos, lesquels nous ne songeons d'ailleurs pas un instant à nier, l'homme est davantage un homme dans la mesure où ses valeurs réputées par lui non pesantes sont pour nous essentielles, extraordinairement pesantes, et qui s'appellent les larmes, la colère, la véhémence, la souffrance, le sacrifice et Dieu. Nous pensons que l'homme prend sa dignité, sa place essentielle, sa puissance réelle, et qu'il se définit à lui-même. Et lorsque cet auditoire est pour moi non pas un agrégat de 40, de 50 ou même de 80 kilos et plus de kilos, lancé par le jeu quasi absurde des neutrons et des protons, mais des frères et des sœurs, car pour être frère et sœur, il faut avoir une origine commune, un même père. Et dans la mesure où j'apporte à l'humanité, où je lui découvre cette origine commune qui est Dieu, je lui donne le sens exact de sa mesure et de sa grandeur, et dans ce sens, nous pouvons dire que nous sommes les seuls à pouvoir parler de paix, parce que nous apportons la fraternité authentique, non basée sur un théorème absurde, mais sur la réalité vivante de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Troisième caractéristique. Révolutionnaires professionnels, c'est-à-dire des professionnels de la Révolution. Et à ce propos, dans l'humanité, il y a un an, un certain nombre de leaders du parti écrivaient leurs impressions de jeunesse. Et sous la plume alerte de notre grande camarade Jeannette Vermersch, la compagne du Fils du peuple, nous lisions précisément le récit de ses émotions lorsque, jeune militante, elle, peut-être petite ouvrière tissandière du nord de la France, dans les écoles du parti, elle avait eu du mal, justement,
à s'assimiler cette fameuse loi de contradiction, à comprendre qu'une chose était sans être, que quand elle était déjà plus belle, disait-elle. Elle avait trouvé dans le parti des lumières telles que sa cervelle, peu enténébrée et alerte, avait su trouver un discernement immédiat. Je ne doute pas qu'au premier rang de ces lumières, celle de Maurice Thorez brillait d'un éclat tout particulier. Et ils sont à l'heure actuelle quelques 14 000 en France, dont la profession est d'être révolutionnaire et d'être à tout moment du jour et de la nuit au service du parti. Quatrième caractéristique. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, un parti de masse, mais un parti d'élite. Et ces quatre caractéristiques, y compris celle-ci, réalisent le potentiel exact révolutionnaire du parti, c'est-à-dire ce que Lénine définissait lui-même et que très récemment en Hongrie rappelait Khrouchtchev. La minorité agissante, l'aile marchande du parti, la fraction lucide du prolétariat, le guide de l'action, qui a toujours l'intelligence et la perspective de l'action, l'éducateur du prolétariat, qui à tout moment a l'intelligence du combat et qui fait passer d'un maillon au maillon suivant. Et dans ce sens, Lénine, comme Khrouchtchev, comme Staline, ne confondait pas l'organisation des révolutionnaires avec l'organisation des ouvriers. Autant l'organisation des révolutionnaires doit être clandestine, discrète, minoritaire, quasi ésotérique. Au contraire, l'organisation des ouvriers doit être large, ouverte à tous, puissante, fracassante. Elle sert comme de paravent et sert à diluer la minorité agissante qui agit comme un moteur. Cela ne signifie nullement, bien sûr, que le parti ne doit pas être en liaison avec les masses. Il le sera par ces fameuses, comme on le dit dans le terme savoureux et unique du parti, par ces fameuses courroies de transmission, qui à l'aide de mots d'ordre, qu'on appelle aussi des slogans, du nom d'un vieux cri de guerre écossais, sert à traduire la pensée et l'ordre des révolutionnaires professionnels à l'usage de la grande masse ou du groupe humain à atteindre. Les courroies de transmission seront des grands mouvements à grands volants, comprenant une grande majorité de non-communistes qui seront recherchés précisément pour leur non-communisme, mais dirigés et encadrés à différents échelons par les révolutionnaires professionnels qui à tout moment seront les inspirateurs et les guides de ce paravent qui sera la CGT, qui sera l'Union des femmes françaises, qui sera le mouvement de la paix, et les progressistes de tout poil, de toute qualification, de tous horizons, qui, comme le disait déjà Pion il y a 21 ans, iront jusqu'à s'infiltrer dans des milieux chrétiens, défendant des principes chrétiens en eux-mêmes, pour accomplir malgré tout de la tâche communiste, car l'essentiel de leur tâche dans ces milieux-là sera de désagréger et de semer le doute. Et de même qu'il y a une théorie révolutionnaire, qu'il y a donc, pour, comme je dirais, incarner et réaliser cette théorie révolutionnaire, il y a le parti révolutionnaire, nous avons aussi la pédagogie révolutionnaire. Lénine l'intitulait d'ailleurs, et c'est le troisième élément, la stratégie et la tactique. Qu'est-ce que, d'après Lénine, en pédagogie révolutionnaire, la stratégie et la tactique? La stratégie, c'est la ligne droite.
La stratégie, c'est ce qui fixe le coût principal à porter dans le minimum de temps. La stratégie gagne la guerre. La stratégie et les mots d'ordre stratégiques ne sont réservés qu'aux seuls initiés, ceux qui ont l'intelligence du combat et la lucidité d'explicitation, en l'occurrence les révolutionnaires professionnels. La tactique, au contraire, n'est pas la stratégie, ce n'est pas la ligne droite, mais la ligne sinueuse enroulante, dont la tâche, dit Lénine, est de sustenter la stratégie. Elle n'a pas la même forme, mais elle a la même direction. Elle est de même nature, comme le serpent sculpté dans le bâton. Et si l'artiste a travaillé avec quelque subtilité et quelque art, l'œil trompé suivra les méandres du serpent, jusqu'à oublier la réalité de la canne, dont pourtant la poignée coïncide avec la tête du serpent. Moment dialectique, il est trop tard. On est paralysé dans l'enroulement. L'art de la tactique n'est donc pas de gagner la guerre, mais de gagner une bataille, et même, dans certains cas, de savoir la perdre. Car, dira Lénine, si le rôle de la tactique est de sustenter à tout moment la stratégie, et si le mot d'ordre stratégique est fixé pour toute une période, le mot d'ordre tactique peut varier chaque année, chaque mois, chaque jour, chaque heure en période insurrectionnelle. Car l'art de la tactique et son rôle premier de dissimuler jusqu'au dernier moment les intentions stratégiques. Il n'y a pas, bien sûr, de conception morale à faire intervenir. Lénine, s'adressant au 4e congrès de la jeunesse communiste aux environs de Moscou, disait « Notre éthique découle de la lutte de classe qui est donc considérée comme le moteur de l'histoire. Et par conséquent, le travail ne consiste pas, puisque c'est la loi de contradiction et la lutte de classe qui est la base de l'histoire. Le travail ne consiste pas à prêcher une soi-disant fraternité entre les irréconciliables, mais au contraire de faire tourner le moteur de plus en plus vite, afin de précipiter et de hâter le mouvement de l'histoire et ce moment dialectique que sera la dictature mondiale du prolétariat. Et par conséquent, notre éthique se déduit de la lutte de classe, et nous y soumettons tous nos intérêts, et nous y soumettons en particulier notre morale communiste, et nous disons est morale ce qui contribue à la destruction de l'ancienne société. Car Lénine nous dira aussi que dans cette perspective, ils ne sont pas des réformistes occupés à rechercher l'augmentation d'un kopek par rouble, mais des révolutionnaires occupés à renverser une conception de l'histoire pour en apporter une autre, et cela à une toute autre dimension. Enfin, nous apprendra encore Lénine, la stratégie et la tactique, le rôle dans la pédagogie de l'histoire, c'est d'accélérer ou de ralentir le mouvement de l'histoire. C'est-à-dire de l'accélérer dans les pays, dans les groupes humains, où la loi de contradiction n'est pas encore suffisamment développée. Et là où elle n'existerait pas, l'introduire, même artificiellement, mais au contraire, ralentir le mouvement de l'histoire là où c'est nécessaire, car il ne faut pas, dit-il, alerter prématurément la bourgeoisie internationale et compromettre le mouvement stratégique. Et lorsqu'en 1937 ou 1938, on entendait dire des non-communistes qui n'avaient rien compris au système, on ne sait pas ce qui se passe avec les communistes. Ils se contredisent eux-mêmes. En Chine, ils sont pour tel et tel principe, la réforme agraire, la distribution des terres, le capitalisme, la réalité du trust, alors qu'en France, ils luttent contre. C'était ce qu'on appelle la mentalité dialectique. Car le travail consistait précisément
à prendre la Chine dans l'état où elle se trouvait, état quasi-féodal, à précipiter le mouvement, et ils sont bien trop retors, matérialistes et conséquents pour ignorer qu'on ne passe pas impunément de l'étape quasi-féodale à l'étape de Mao Tse-tung sans passer par les étapes intermédiaires. Mais il aurait été prématuré, même si on en avait eu la force de prendre le pouvoir en France, car on n'avait pas les forces internationales suffisantes pour établir le balancement. Il fallait donc freiner dans l'Ouest européen par la tactique du Front populaire, c'est-à-dire de l'étalement. Et lorsqu'on veut freiner le mouvement de l'histoire, on l'étend en surface, car la surface est plus dure à s'enfoncer que la minorité. Car la tâche des communistes n'est pas de travailler pour les beaux yeux des Chinois ou des Chinoises ou des Algériens ou des Algériennes, mais la pédagogie révolutionnaire consiste à apporter les peuples à un certain niveau pour permettre un jour la rupture de l'histoire et introduire le monde dans une nouvelle conception de cette histoire. Mais pourquoi ? Dans cette perspective, et ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, je sais qu'il y a l'exploitation et la misère en Algérie, comme à Paris d'ailleurs, qui a des dimensions kabyles et berbères, mais je dis que dans cette mesure, il n'y a pas de problème algérien, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de problème chinois, pas plus qu'il y a un problème hongrois. Il n'y a que le communisme international, jouant de cette réalité vraie et de la défaillance humaine comme sur un immense clavier, joue de ces réalités tactiquement pour les mettre en forme dans la stratégie et leur perspective de l'histoire. Et si face à ce mouvement puissant, des dirigeants nationaux et internationaux, insuffisamment informés et formés à la réalité du marxisme-léninisme, sont suffisamment aveugles ou incapables de reprendre durement le levier, son effet pour le peuple, il est perdu, car la loi de contradiction, lorsqu'elle est déclenchée, est menée stratégiquement et tactiquement jusqu'à son terme, au détriment du peuple et même du bien commun sur le plan mondial. C'est pourquoi les communistes ont tout prévu. Ils ont prévu même une résistance bourgeoise, comme ils disent, mais à forme bourgeoise. Et c'est pourquoi il faut changer d'attitude et à notre dimension rompre d'avec nos attitudes de réformistes pour prendre des attitudes authentiquement révolutionnaires. Et je dis que pour la première fois, le 13 mai à Alger a constitué, chose qu'il n'avait pas prévu, une attitude fondamentalement révolutionnaire qu'il appartient au monde libre de continuer s'il veut conserver au monde sa civilisation basée sur le christianisme authentique, c'est-à-dire sur la liberté de l'homme, permis à la gloire de son Dieu. Et vous allez peut-être me demander, au terme de cette explication, qu'est-ce qui fait la puissance alors des communistes? Car, je le dis bien souvent, je vais dans les réunions communistes, en particulier à ce Veldiv, pour assister par exemple à la fête de leur révolution Octobre Rouge. Et j'y vois des jeunes hommes et des jeunes femmes qui par milliers applaudissent dans un enthousiasme réel les leaders du parti, et bien moi, parce que chrétien, aussi parce que français, je vois que c'est braves types. Mais j'éprouve un sentiment intolérable de jalousie. Je suis jaloux parce que je dis que ces hommes et ces femmes étaient eux aussi désignés pour les saints combats de la civilisation et de la générosité et de l'amour. Ils ont souffert d'une absence sur laquelle nous pourrons être jugés un jour. Ils ont souffert d'une cruelle absence, c'est la nôtre qu'ils ont trouvée sur leur chemin.
l'agitateur de la haine, le propagandiste du mensonge, mais rarement, trop rarement, le témoin de la vérité qui a préféré ou le confort de ses pantoufles ou l'art subtil culinaire de ses épouses au témoignage de la vérité. Mais alors, pour les plus évolués d'entre eux au terme de leur démarche, me demanderez-vous encore qu'est-ce qui les enthousiasme? Les 80 kilos, désespérément vifs, de même que par le privilège de notre baptême, de notre confirmation, nous avons vécu, découvert et trouvé Dieu, Jésus-Christ, son Église. Il est quelqu'un qui explique à la base ce combat et ce mystère qui s'appelle Satan. L'ange des ténèbres, le père du mensonge, le séducteur par excellence, celui qui a transporté le Seigneur au pinacle du temple et qui, dans une première coexistence pacifique, l'élevant sur la montagne, lui a proposé le partage des royaumes de la terre. Il possède celui-là l'art redoutable de rendre attrayant et passionnant le néant lui-même et de faire croire aux hommes qu'ils sont dans le sens de l'histoire. C'est pourquoi il arrive que nous parlions aux communistes de l'espoir des communistes et de l'espérance des chrétiens, car dans l'espoir il y a une incertitude, des impondérables, un peut-être. Quelle est donc cette partie de matière qui viendra leur révéler que demain il y aura certainement la rupture entre deux époques de l'histoire? Dans notre espérance, il n'y a pas d'espoir, il y a une certitude, et nous sommes sûrs qu'au terme de l'histoire, c'est Jésus-Christ, roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui viendra la conclure. Et que Étienne, le premier martyr, ensuite de tous les patriarches, et que le dernier pape qui élèvera vers le ciel le corps du Christ sous les apparences du pain, sera prêt au banquet d'histoire. C'est pourquoi, si toute fermeté, toute défense légitime n'est certes pas, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, à refléter, il ne s'agit pas d'écraser les communistes, il s'agit de les convertir, c'est tout autre chose. Et pour cela, leur parler, non pas en un dialogue, car on ne peut pas dialoguer avec les communistes. Le vocabulaire même change de sens, comme le dit Lénine. Il ne faut pas dialoguer ni rêver d'une coexistence même réputée pacifique. Il faut leur parler, les enseigner. Il faut hardiment, dans notre vague de redressement, leur parler. Et pour la première fois, bien souvent, comme un homme parle à un homme. Français, chrétiens, nous acceptons le combat. Pour reprendre une parole de mon maître à penser. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut aimer les communistes, non en tant que communistes, mais en tant qu'hommes. À leur insu, ils sont les miliciens de Satan, donc que l'Écriture appelle encore l'homme fort de ce monde. C'est à cause de notre privilège de le baptiser. Nous entrerons généreusement en lice et accepteront de mener hardiment ce combat parce que nous sommes les soldats de celui qui a dit patience et courage. J'ai vaincu le monde, l'homme plus fort encore, Jésus.
Thank you.